sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, cette saison 2 qui voit son terme approcher, gentiment au fur et à mesure que les fêtes de fin d'année approchent. On a pris l'habitude avec mon compère Hermano de faire la pause entre les saisons de ce podcast plutôt sur les fêtes de fin d'année plutôt qu'en plein été comme certaines autres émissions de podcast. Donc du coup, voilà, on est sur les derniers enregistrements de podcasts qui vont nous mener jusqu'à mi-décembre à peu près. Donc maintenant, il est encore question d'aller faire du sport à l'extérieur au vu des températures. C'est vrai qu'on s'habille un peu plus, mais qu'il est toujours possible de faire du sport. Bientôt, on va commencer à se rentrer de plus en plus. Mais là, j'ai eu l'occasion de participer à un trail il y a à peu près une semaine. Et puis, c'est l'occasion de débriefer un petit peu ça. Dans le cadre aussi de notre série qu'on a décidé de lancer par rapport au trail, vous avez probablement pu entendre le premier épisode qu'on a enregistré avec Fred Bousseau. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit retour pratique aussi sur ce que j'ai ressenti et vécu pendant cette première expérience de trail. Et pour en discuter et en débattre, j'ai l'immense privilège d'accueillir Hermano, le compère de toujours du podcast de Nakan. Salut Hermano. Salut Greg, salut à toutes et à tous, et puis salut à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu cette notification de dernière minute, mais nous sommes également en live sur Instagram, donc mercredi quand le podcast sera diffusé, ça vous paraîtra peut-être étrange, mais en tout cas c'est l'occasion, je pense, de vous avertir, de vous abonner au compte de Nakan, de ton compte Greg Trinakan sur Instagram, et de mettre aussi les petites notifications on, comme ça quand on lance des vidéos live, vous pourrez peut-être suivre à l'occasion l'enregistrement de nos podcasts maintenant que ça fonctionne. Oui, maintenant qu'on a réussi à trouver un setup qui fonctionne, alors on risque d'être coupé dans ce live avant la fin de l'enregistrement de l'épisode parce que je crois que Instagram a une limitation de durée des lives, donc on verra tout ça au fil de l'eau. Mais si vous avez l'occasion de nous rejoindre à l'avenir, parce qu'au moment où l'épisode sera diffusé, ce sera un petit peu trop tard, mais comme ça, il y a un mode interactif qui peut se créer parce qu'on voit les petits commentaires et les petits messages qui défilent au bas de l'écran, et donc du coup on peut réagir à des questions qui pourraient survenir en direct. Ouais. Moi, je voulais juste apporter une précision, c'est que tu dis qu'on a pris l'habitude de faire notre pause entre chaque saison en fin d'année. Bon, ce n'est que la deuxième saison, donc on a pris que l'habitude d'une pause pour l'instant. Mais je te rappelle que par contre, à cette occasion, nous avions pris l'habitude de nous retrouver pour le dernier épisode de la saison. Donc cette année, il va falloir remettre ça malgré toutes les restrictions, Covid et autres. Ouais, j'ai l'impression que ça va être très très compliqué de passer les frontières et puis de faire un épisode où on sera les deux autour d'une table, malheureusement. Donc on avait pris l'habitude effectivement pour clore la première saison, mais ça va pas se faire pour la deuxième. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas faire un super épisode de clôture de cette deuxième saison qui a été extrêmement riche. Extrêmement riche, ouais, tout à fait. Extrêmement riche en émotions aussi, parce que on a vécu avec vous et cette pandémie, et donc les plans qui ont été modifiés, qui ont changé. Ça a été l'occasion aussi de faire quelques épisodes, mais bon, on n'est pas sur l'épisode récap de la saison. Moi, ce que je te propose, sans autre forme de procès, comme disent certains autres podcasteurs, c'est de passer directement au sujet du jour. Bah oui, on a décidé de parler de trail parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a enregistré avec Fred Bousseau l'épisode qui fait vraiment l'introduction générale au trail, et puis on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans cette thématique au cours de différents épisodes. Et puis moi je t'ai proposé de faire un débriefing de mon premier trail que j'ai couru sur 22 km il y a maintenant une semaine. Et puis j'ai appris plein de trucs, même si ce trail a été couru dans des conditions particulières, j'ai quand même appris plein de trucs. Et puis comme première expérience, forcément, ça donne des idées, des axes d'amélioration et tout plein de choses pour les prochaines compétitions que je vais pouvoir faire, parce que c'est clair, net et précis. C'est une discipline qui m'intéresse et dans laquelle je vais persévérer. Alors moi, la première chose que je voudrais te demander, c'est tu nous parles de conditions particulières. En quoi est-ce que c'était des conditions particulières ? Est-ce que c'est en termes de conditions climatiques, en termes de course en elle-même due aux conditions sanitaires actuelles, en termes de distance, en termes de vallonnée ? Enfin, qu'est-ce qui fait que les conditions relatives à cette course étaient particulières ?
Alors, il y a le contexte sanitaire qui était un petit peu particulier parce que la course a été limitée en termes de nombre de participants et puis en termes de restrictions et d'encadrement pour les coureurs qui participaient. Mais ça n'a pas vraiment joué de rôle dans la course elle-même parce qu'à partir du moment où le coup de départ était donné dans le sas de départ, on pouvait enlever les masques et on courait notre trail exactement comme d'habitude. Non, je dis des conditions particulières, c'est un petit peu pour moi et dans mon calendrier parce que je me prépare encore pour le marathon de Lausanne qui aura lieu maintenant dans une semaine. Et puis... c'est ce que tu crois. Alors c'est ce que j'espère. Et donc 2 semaines avant de faire un marathon, quand on court un trail et en particulier avec pas mal de dénivelé, et ben c'est mieux de savoir gérer un petit peu sa course. Parce que comme l'a dit Pierre Morat en fin de première saison, comme l'a dit Fred il y a pas longtemps encore dans le podcast, et comme le savent n'importe quel coureur qui ont déjà effectué de la course à pied dans du dénivelé, bah la descente ça casse énormément de fibres et on met longtemps à récupérer. Et donc du coup voilà, j'ai géré un petit peu cette course pour ne pas être complètement démoli à 2 semaines de mon marathon. On a dit qu'on ferait ce débrief de ton premier trail. Peut-être déjà que tu peux nous rappeler quel trail c'était et quelles étaient les caractéristiques de ce trail. Alors, c'était le trail de la vallée de Joux en Suisse, dans le canton de Vaud, donc dans le Jura. Et puis, donc ce trail, il part depuis le village de l'Abbaye. Et puis, il monte jusqu'au Mont Tendre, donc qui est le point culminant du Jura suisse, à plus de 1600 mètres. Donc, le départ est à peu près à 1000 mètres d'altitude, grosso modo. 1600 mètres, le point culminant du trail. Et puis ensuite, on redescend. Donc, c'est vraiment un profil un peu en triangle. C'est vraiment d'abord une longue montée avec quelques petits replats et puis quelques petits passages qui montent un petit peu plus fort. Et puis ensuite, une longue descente, donc qui redescend depuis le Mont Tendre jusque quasiment au sentier où est jugée l'arrivée. Après, il y a quelques petits escaliers, je dirais, où on remonte, on redescend sur la fin. Mais vraiment, le gros du dénivelé, c'est le profil, un gros triangle. Donc voilà, une première partie de montée. Donc il faut savoir gérer un petit peu au niveau de la pente, au niveau de l'effort, etc. Mais là, il n'y a pas de risque par rapport à une préparation marathon tel que était mon cas. Il n'y a pas tellement de risque de faire faux. On va le plus fort possible et puis on gère par rapport à la pente et puis par rapport à l'effort. Et puis par contre la descente, c'est vrai que j'ai décidé de lever vraiment le pied et puis dans les passages les plus pentus, de quasiment marcher pour pas trop taper dans les quadriceps et puis pas me retrouver à devoir marcher avec des béquilles pendant une semaine et demie juste avant un marathon. Ouais, c'est pas forcément la meilleure idée. On est d'accord. Disons que cette année a été particulière et puis j'étais très très content de pouvoir remettre un dossard. Maintenant c'est vrai que le calendrier fait que les 2 seules courses a priori auxquelles j'ai une chance de participer, eh bien elles se déroulent à 2 semaines d'intervalle et puis c'est des disciplines un petit peu antinomiques en termes de préparation. J'aurais préféré qu'il y ait un mois entre les deux et comme ça aurait été très clair. J'aurais pu faire à peu près ce que je voulais sur chacune des 2 courses. Ouais, alors après antinomique, je sais pas parce que le trail a quand même cet avantage de forcer sur la préparation plutôt en puissance et pour ton marathon ça fait jamais de mal et comme tu nous le dis t'as pas bourriné comme un cochon pour gagner le trail, c'était pas l'objectif, on est bien d'accord, cet objectif de t'aligner sur ce trail c'était plutôt de reprendre l'habitude des compétitions et pas d'aller taper un record. Non, alors très très clairement. Et puis c'est comme ça que je l'ai géré. Mais là où je dis que c'est antinomique, c'est vrai que la course à pied sur route, typiquement un marathon de Lausanne ou un marathon sur route, quel qu'il soit, c'est tu te mets à une allure constante, le plus constant possible, tu maintiens ton effort et puis tu gères ta course de cette manière-là. Alors qu'un trail, tu réagis par rapport à la pente, aux conditions, à ça glisse pas, voilà. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que c'est un petit peu antinomique et je m'étais pas vraiment spécifiquement préparé pour faire ce type d'effort de trail. On en a déjà parlé longuement au cours des épisodes précédents. Ça m'intéresse d'aller dans cette discipline-là. Mais voilà, c'était sans vraiment d'avoir de préparation spécifique que je suis allé à la vallée de Joux. Comme on en avait parlé avec Pierre Morat et avec Fred Bousseau, le trail n'est pas la course sur route et ce qui rentre en jeu, effectivement, c'est aussi ce dénivelé. Moi, je sais qu'il y a des gens que je suis et notamment Monsieur Kylian Jornet qui dit très souvent que un trail, ça se gagne dans les côtes, mais par contre, ça se perd dans les descentes.
Ça se gagne ou ça se perd dans les descentes, c'est aussi un peu ce que Fred nous disait la semaine passée. J'ai pu constater à mon modeste niveau que effectivement en descente on prend très très cher si on n'attaque pas très très fort. Et donc du coup, toi aussi tu lis les questions, je crois. Ouais, j'ai lu la question d'un lecteur qui nous dit que un marathon est bien plus dur qu'un trail. Alors bon. Je pense qu'il y aura un débat éternel par rapport à ça. C'est des efforts qui sont tellement différents que pour moi, il est difficile de comparer. Je peux pas vraiment juger sur mon trail de 22-23 km que j'ai fait la semaine passée par rapport à un semi-marathon parce que j'ai pas couru à une intensité maximale mon trail. Donc un semi-marathon, en général, j'y vais à bloc et puis voilà. Maintenant, c'est aussi une question de durée. Et je pense qu'un UTMB qui va durer des dizaines et des dizaines d'heures par rapport à un marathon qui va se boucler entre 3 et 4 heures pour un coureur moyen, je pense que les intensités sont pas les mêmes. Donc si on est à l'aise avec une haute intensité, je pense que ça va être plus facile un marathon. Puis si on est à l'aise sur des durées plus longues, mais à des intensités plus basses, et que dès qu'on monte en intensité, on est dans le dur, je pense qu'effectivement, même un ultra trail peut paraître plus facile qu'un marathon. Mais je pense que c'est vraiment très individualisé. Et puis, on voit que Kilian Jornet, très récemment, a participé à un 10 km sur route. Et alors, il n'a pas fini avec un temps honteux, parce qu'il a fini sous les 30 minutes. Et en 29 minutes et quelques secondes. Mais on le voit, il fait que 18e place. Exact, il est loin des premiers, donc alors qu'en trail c'est un extraterrestre incroyable. Donc on voit que même une préparation d'un athlète de niveau mondial et puis d'un niveau incroyable en trail ne permet pas de rivaliser avec le plateau des meilleurs coureurs sur route. Et je pense que l'inverse est vrai. Donc c'est des disciplines qui sont très différentes. Moi, je pense effectivement que chacun aura ses prédispositions et surtout chacun trouvera son sport, enfin sa discipline favorite. De la même manière, on peut faire le parallèle sur triathlon. Un très très bon triathlète en Ironman sera pas forcément excellentissime sur du sprint ou de la distance olympique. Et on le voit bien, les meilleurs, ceux qui ont été au JO, souvent ils ont un parcours très très court, très 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 puissance, très sprint, très distance olympique, jusqu'à l'apogée de leur carrière entre guillemets de triathlètes rapides, de meilleurs triathlètes sur le plateau mondial jusqu'aux Jeux Olympiques. Et puis après, c'est à ce moment-là qu'ils commencent éventuellement en fin de carrière à se spécialiser plutôt sur la longue distance et notamment l'Ironman. Mais je pense pas que qu'on puisse trouver quelqu'un qui soit aussi bon sur une épreuve que sur l'autre. Ça va peut-être avec les années, ça va peut-être avec l'expérience, ça va peut-être avec la sagesse, ça va peut-être avec l'apprentissage de la gestion des courses. Et à mon sens, on est sur le même type de schéma entre le trail et la course sur route. Quelqu'un peut prendre beaucoup de plaisir sur le marathon, mais sans pour autant performer, alors que quelqu'un comme moi, qui est plutôt petit, trapu avec des grosses cuisses, va s'éclater comme un petit fou sur un trail. Mais alors, je pense que d'une part, il y a peut-être cet impératif de jeunesse et de vitesse, et puis ensuite de se décaler. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont alors de carrure, de génétique ou même de volonté et d'aisance sur certains efforts. Et puis on aura l'occasion de le découvrir dans 2 semaines parce qu'on recevra dans le podcast un triathlète de niveau international qui lui a développé très très vite l'envie d'aller sur des longues distances. Il a fait une carrière relativement courte sur du court, en se rendant compte que dans le cadre national peut-être il aurait peu de chances de se qualifier pour les Jeux et ce genre de choses, et donc il a fait le choix très rapidement d'aller sur de l'Ironman, et donc du coup voilà, ça dépend vraiment du parcours mais aussi du feeling individuel de chacun. Je pense que voilà, chacun doit trouver son truc. Moi je suis bon nulle part en gros, donc je peux largement choisir de faire un jour du trail, un jour du marathon, un jour un short distance en triathlon. Je serais médiocre dans toutes ces disciplines et puis ça me va très bien. Non, n'importe quoi, Greg. N'importe quoi. Ouais. Je pars sur un marathon où j'ai l'espoir de courir en moins de 3h30, mais je me rends compte avec les dernières séances que je fais maintenant que ça va être compliqué. Donc non, j'ai pas un niveau extraordinaire, ni dans une discipline, ni dans l'autre, ni en trail, ni en course à pied, mais finalement je m'en fiche, c'est pas comme ça que je gagne ma vie, et puis moi je me fais juste plaisir sur mes compétitions, quoi. On est bien d'accord. On en arrive à la partie émotionnelle du sport. Revenons un petit peu sur ta compétition, si tu veux bien, enfin sur le trail que t'as fait la semaine dernière. Donc tu nous as dit 22 km, assez vallonné, mais t'as les chiffres en tête, parce que toi, je sais que t'es un homme de chiffres. Donc quand tu dis assez vallonné, ça veut dire combien de D+, combien de D-?
Alors c'est marrant parce que tu poses la question à n'importe quel participant et puis il aura une réponse différente en fonction du matériel qu'il utilisait. Moi je crois que j'avais un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif sur cette course. À mon sens il doit y en avoir un tout petit peu plus, mais voilà ça change pas grand chose. Donc voilà 700 mètres sur un 20 km, c'est pas non plus un trail extraordinairement pentu. Donc c'était pas le truc le plus difficile. Maintenant c'est vrai que il y avait une partie quand même qui était assez roulante au milieu, donc juste avant et juste après qu'on arrive au sommet du Mont Tendre, il y a des parties qui étaient sur des faux plats, soit montants, soit descendants, et donc du coup là il y avait peu de dénivelé et on pouvait courir à allure presque constante. Et donc du coup, bah j'ai pu courir sur ces parties-là, et puis dans les parties plus pentues, que ce soit avant quand ça montait ou après quand ça descendait, j'ai perdu un peu de temps parce que quand c'était très pentu, j'avais pas forcément la force musculaire qu'il faut pour ce type d'effort pour courir très vite là-dedans. Donc je me suis assez vite mis à marcher quand ça montait à plus de 10%, et puis pareil quand ça descendait, j'ai pas fait le chamois entre les rochers glissants avec des petits pas de 2,50 m pour aller à 20 à l'heure là-dedans. J'ai décidé de calmer le jeu, de pas prendre de risques. J'ai encore plein de métal dans le bras, donc ce serait pas l'occasion non plus de te repéter tout ça. Et puis de pas trop me fatiguer au niveau musculaire avant le marathon. Ouais, c'est vrai que tu nous parles de métal que t'as dans le bras. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui auraient peut-être pas suivi, j'en doute qu'il y en ait, mais c'est vrai qu'en début d'année, t'as eu des petits déboires et bizarrement pas à l'entraînement. Et du coup, t'as dû subir une chirurgie et puis on t'a mis du métal dans le bras. Dommage que tu n'aies pas pu prendre le départ de Thun parce que tu aurais bien porté ton nom de Ironman. Enfin, ouais, même si c'est pas de l'acier, mais. Eh ben, je vais peut-être te surprendre, mais c'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Tiens, très bizarre, très bizarre. Ok, donc là tu nous as dit course avec un léger vallonné, on va dire. Hein. C'est vrai que 700 mètres sur 22 km, c'est pas forcément énormissime. Par contre, avec des sessions plutôt pentues. Au niveau des conditions météo, comment est-ce que c'était? Comment est-ce que tu les abordais? Comment est-ce que tu les as préparées? Et comment est-ce que, suivant la tournure de la météo, tu te préparais à accepter cela et à courir avec? La météo, je m'étais préparé un truc très difficile en fait, parce qu'en milieu de semaine, je crois que le mercredi pour la course du dimanche, on nous annonçait encore de la neige à 1200 mètres et une météo assez mauvaise pour ce trail, et donc du coup je m'attendais au pire. Et puis il s'est avéré que la météo s'est améliorée ensuite, et puis que en lieu et place de chute de neige, on a eu même quelques éclaircies. Alors il y avait une couverture nuageuse qui était quand même bien présente. Les gens qui souhaiteraient voir un petit peu les conditions dans lesquelles j'ai couru trouvent quelques photos que j'ai publiées dans le compte rendu de course sur le site nakan.ch, donc on voit les photos en question. Mais ici et là des éclaircies avec même quelques rayons de soleil, et ça a donné à ce trail un trail automnal, mais sans être incroyablement compliqué au niveau des conditions météorologiques. Il faisait frais, je crois qu'il faisait 7-8 degrés sur le lieu de départ avant que le soleil ne pointe, et puis après il a fait de températures qui devaient osciller, je pense entre 5 et 10 degrés sur le parcours en fonction de où on était, un petit peu couvert par les bois, etc. Je pense que je me suis un petit peu trop habillé en partant, parce que j'avais mis un pull de course à pied, et puis par-dessus un coupe-vent. J'aurais pas forcément dû mettre le coupe-vent, en tout cas j'aurais dû idéalement l'enlever juste avant le départ. J'ai décidé de le garder parce que j'avais peur d'avoir froid dans les endroits où on court pas forcément vite, etc. Mais même quand on marche dans des pentes à 12%, on se réchauffe bien. Donc ça c'est aussi un enseignement. Il n'y a pas besoin non plus de se couvrir trop en trail. Tant qu'on est en train de faire un effort, on a chaud. Et donc du coup le coupe-vent empêche un petit peu le fait de faire respirer un petit peu, ouais, exactement. Et donc on accumule un peu d'humidité et ça devient assez vite inconfortable. Donc c'était pas forcément le truc top, mais voilà, c'est des petits détails. Je pense pas que ça a changé grand chose au résultat final. J'aurais aussi pu prendre 30 secondes, m'arrêter, enlever le coupe-vent, le mettre dans le sac puis repartir. Je l'ai pas fait, donc c'était pas non plus complètement invivable avec ça. Donc voilà, ça fait aussi partie des expériences qui permettent de mieux préparer le prochain trail qui aura lieu peut-être la saison prochaine ou peut-être après, mais enfin voilà.
j'aurai une base sur laquelle je peux travailler aussi sur la tenue par rapport à la température et aux conditions météo. Ah bah ça, de toute façon, on le dit très souvent, hein, que ce soit en trail ou autre, on prépare toujours tout avant à l'entraînement. Donc si t'avais pas eu l'occasion d'avoir ce type de conditions météo, ou du moins pas cette année, parce que tout le monde le sait, la saison est juste horrible en termes de compétition, mais bon, même à l'entraînement, si t'as pas vécu ça, tu pouvais pas forcément te dire bon bah je prends un coupe-vent, j'en prends pas, je l'enlève, je le mets. Je pense que t'étais plutôt dicté par l'intention de ne pas avoir froid, de ne pas tomber malade pour que ton marathon de la semaine prochaine se passe bien. Ouais, c'est vrai que j'ai plus travaillé sur la tenue marathon, etc. La tenue marathon, je sais exactement dans les tranches de 5 degrés ce que je vais porter, quoi. Donc s'il fait moins de 0, s'il fait entre 0 et 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15, je sais exactement quelle tenue je vais adopter. Et donc du coup là il y a aucun secret. Et puis c'est vrai que pour le trail j'ai pas appliqué exactement cette même tenue. Je me suis dit c'est pas les mêmes conditions, on est quand même en montagne, il y a quand même le risque d'avoir un petit peu plus de vent, ils annoncent quand même une météo qui est un petit peu plus mauvaise, donc voilà, basé là-dessus, je suis pas forcément parti avec la bonne tenue, mais je pense que ça c'était sans grand dommage, et puis c'était rectifiable. Si vraiment ça me pose un problème, je l'ai pas fait, donc c'était pas un problème insurmontable. Un petit peu plus compliqué était le choix des chaussures, hein. On en a parlé avec Fred lors de notre dernier épisode intro trail, et c'est vrai que les chaussures, là j'avais pas forcément les bonnes chaussures. Par rapport aux conditions de terrain, il avait quand même plu dans les jours qui précédaient, donc c'était un terrain quand même relativement gras. La pierre calcaire du Jura, elle devient assez rapidement glissante quand elle est humide, et donc du coup ça rend un petit peu plus technique la partie descente de ce trail. Et puis j'avais pas forcément les bonnes chaussures parce que je les avais d'une part pas assez utilisées avant. J'ai fait quelques sorties dans les bois du Jura autour de chez moi, donc voilà, j'ai formé les chaussures, mais c'était vraiment pas dans les conditions, dans les mêmes conditions que celles que j'ai couru le trail. Donc du coup, voilà, j'ai fini avec quelques ampoules aux pieds. Ça c'est un moindre mal. Ça m'arrive souvent en course à pied quand il y a un petit peu de dénivelé, c'est pas insurmontable non plus. Et puis surtout j'ai vécu quelques glissades dont je me suis rétabli, je pense, grâce à mes skills développés sur la glace au curling, mais voilà, vraiment très artistique comme récupération à 2 ou 3 reprises. Alors tu me déçois, Greg. Moi je te voyais comme quelqu'un de très préparé, de très réfléchi, toujours prêt à dégainer en cas de problème. Là tu nous dis que t'as merdé sur les fringues, t'as merdé sur les chaussures. Mais qu'est-ce qui se passe, Greg? Tu deviens un Hermano, fais attention à toi. Non, mais moi, tu sais, je suis très organisé dans les trucs que je connais, mais le trail, je ne connaissais pas. Je m'étais entraîné en plein été avec un t-shirt, avec une paire de Salomon qui allait bien, mais qui, à mon avis, un petit peu exigeante par rapport à mon style de course à pied et pour des courses en montagne. Les S-Lab Sense, hein, pour les connaisseurs, qui sont des chaussures assez minimalistes de trail. J'avais peur que ce soit trop minimaliste, mais finalement, je me rends compte après coup que j'aurais quand même dû partir avec ces chaussures-là. Elles ont pas non plus un profil au niveau de la semelle qui est incroyable, hein, donc je pense que ça glissait quand même un petit peu aussi, mais avec le feeling d'être plus proche du sol avec les pieds, peut-être que ça passait mieux. Mais enfin voilà, c'est des expériences, et puis ça permettra d'ajuster tout ça plus tard. Tu sais, le premier marathon que j'ai fait tout faux aussi, hein. Je suis parti trop habillé, ça je me souviens très bien. Je suis parti avec une paire de chaussures qui était usée jusqu'à la toile, mais comme à l'époque j'utilisais qu'une seule paire de chaussures pour mes entraînements, puis quand elle était cuite je repassais sur une neuve, et là je me disais ouais bon, c'est peut-être pas raisonnable de partir avec ces chaussures toutes pourries, mais en même temps repartir sur une paire de chaussures neuves à 2 semaines de l'event, c'est aussi un suicide. Bon, j'ai pris la moins pire des solutions, puis j'ai quand même eu des belles tendinites les lendemains et surlendemains de la course, donc voilà. Ok, alors du coup, t'es parti avec quelles chaussures? Parce que si t'es pas parti avec les S-Lab, t'es parti avec lesquelles? Je suis parti avec une paire de Nike Pegasus Trail 2 que je me suis procuré dans le courant de l'été. Donc c'est la nouvelle génération de chaussures de trail de Nike qui offre un amorti qui est meilleur que celui des S-Lab Sense que j'ai, et puis qui offre quasiment pas d'amorti, hein. Tu tapes quasiment comme sur de la pierre, et puis voilà, ça glissait un petit peu, les semelles étaient moyennement fiables dans les parties
très glissante, et puis surtout j'avais le pied qui bougeait un petit peu dans ces chaussures, donc ce que j'ai jamais vécu dans les S-Lab Sense. Mais alors attends, parce que tu nous as dit qu'avec les S-Lab tu te sentais quand même plus proche du sol et t'avais plus de sensations, et en même temps tu nous dis qu'avec ces Nike Pegasus Trail 2 tu n'avais quasiment pas d'amorti, donc sous-entendu tu étais aussi très proche du sol. Alors quelle est la différence entre les deux? Non, elles sont bien amorties les Trail 2, les Pegasus Trail 2. D'accord. Par contre, ouais, alors comme le dit un des auditeurs en live là sur l'Instagram, le niveau de ressenti est très différent et de chaussures. Et pour avoir couru en minimaliste pendant un certain temps, et puis pour courir encore en minimaliste certains entraînements au niveau des entraînements route, hein, c'est vrai que la S-Lab Sense, elle est vraiment très minimaliste au niveau trail. Elle a une semelle un tout petit peu plus rigide parce que quand tu cours sur un caillou très pointu, tu vas quand même pas te faire mal aux pieds avec la S-Lab Sense, alors que d'autres chaussures minimalistes de course sur route, tu cours sur un gravier, tu le sens, quoi. Mais par contre, c'est quand même très similaire à ce niveau-là. Et puis la Pegasus Trail 2, elle, c'est quand même une chaussure bien matelassée, bien amortie, avec un pied qui est sur une plateforme qui est surélevée de 1,5 cm, 2 cm. Donc voilà, puis avec un drop plus important. Donc c'est vrai que c'est des chaussures qui sont très différentes, avec lesquelles j'avais couru toutes les deux, hein. J'ai couru des entraînements ici de 15 km dans les bois du Jura. Alors ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, mais c'est pas vraiment du trail comme on le fait en montagne. Mais voilà, j'avais eu des bons feelings dans leur style, hein, avec les deux types de chaussures. Mais je me suis rendu compte que sur le trail de la Vallée de Joux, j'aurais dû partir avec celle que j'avais pas prise. Bon, écoute, comme tu l'as dit, hein, c'était une première vraie expérience sur trail, et puis on apprend de ses erreurs, hein. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est exactement ça. Et puis, ben, comme je te le dis, je l'ai pris comme un entraînement pour l'endurance au niveau de mon marathon de Lausanne, qui devrait avoir lieu le week-end prochain, hein. En Suisse, là, maintenant, on est en train de resserrer un petit peu la vis, donc on verra au niveau des manifestations sportives qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est maintenu. J'espère que ce marathon va être maintenu. Et puis bah là, j'ai un choix de chaussures qui est effectué depuis longtemps. Mais voilà, j'ai pris cet entraînement, enfin ce trail comme un entraînement d'endurance pour ça. J'ai fait le choix de pas y aller à bloc. Mais si j'y étais allé à bloc, de toute façon, j'aurais eu une grande frustration par rapport aux chaussures, parce que j'aurais pas pu attaquer dans les descentes comme je le voulais. Ça glissait trop avec ces chaussures. Donc finalement, ben voilà, c'était un moindre mal. Et quand je voudrais vraiment aller sur un trail où je veux attaquer, ben je sais qu'il faut que j'aille m'entraîner dans des conditions les plus proches de la compétition, pas forcément sur la longueur, hein, pas aller faire les 32 km ou 36 ou 40 ou 60 km du trail, mais essayer quelques passages techniques, un petit peu de type de ce que je vais rencontrer, et puis y aller dedans et y aller un petit peu de manière intensive pour voir un petit peu comment répondent les chaussures. Ouais. Alors juste pour le délire, hein, il y a des petites réactions sur le live d'Insta. Alors déjà, il y a Eric qui nous pose une question sur comment t'as géré la course. On y reviendra un petit peu après. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais il y a Pierre qui confirme que t'es bon nulle part. Donc ça, t'as le droit à des petits tacles, Greg. Bon, malgré tout, tu t'es quand même bien amusé, et je crois que c'était ça l'essentiel de ta course. C'est tu l'as dit, préparer la partie endurance sur le marathon à 15 jours du départ du marathon, et puis aussi prendre du plaisir. Ouais, alors ouais, c'était ça, c'était aussi une découverte, hein, je veux dire, c'était aller dans une nouvelle discipline, voir un petit peu comment ça se passe, voir comment tu dépasses un type qui est devant toi puis qui fait valdinguer ses bâtons à gauche à droite, enfin voilà, non mais il y a des trucs c'est comme pour tout, tu découvres un petit peu le truc, tu vois un petit peu les choix des trajectoires, comment ça se passe, comment les gens qui sont devant ou juste derrière toi décident de courir, de marcher. Tu te rends compte qu'en fait il y a un énorme effet de groupe aussi, que quand il y a des petits paquets de personnes qui se créent, hein, des petits pelotons, et puis tu vois que quand les deux premiers du peloton commencent à marcher, derrière ça suit, hein, c'est assez automatique, ça marche, et dès que devant ça relance en course à pied, derrière tu te sens un petit peu obligé de relancer toi aussi, donc il y a un petit peu cet effet-là, et je pense que sur un trail de 22 km, il y a aucun risque, aucun danger. Je pense que dans l'ultra trail, il faut pas se laisser avoir par ce genre de truc. C'est pas parce qu'il y en a un qui se met à marcher que tu dois forcément marcher, et au contraire, s'il y en a un qui se remet à courir alors que ça continue à monter, c'est pas forcément le bon moment pour
pour monter. Parce que c'est vrai qu'à la différence d'un marathon et qui plus est un marathon plutôt plat, maintenir une allure régulière sur trail, ça paraît quand même très compliqué. Alors oui, c'est sûr que tu travailles pas à l'allure. Pour revenir à la première question à laquelle tu as fait référence, comment est-ce qu'on gère son intensité? Il y a pas 36 000 solutions en trail. Je pense que malgré toutes les technologies qu'on peut utiliser, le ressenti est plus important que sur route. Le ressenti personnel, moi j'ai pas mal quand même utilisé aussi ça au niveau de la perception de l'effort que j'avais. Et puis ça, c'est important aussi de le vivre à l'entraînement, savoir un petit peu comment on se sent et puis comment on va. Tu peux utiliser la fréquence cardiaque. Moi, j'ai regardé un petit peu la fréquence cardiaque en montée. J'ai essayé de regarder un petit peu les watts du stride, mais c'est un domaine dans lequel j'ai encore absolument aucune référence. La puissance dans des côtes comme ça. Et quand tu te mets à marcher, la puissance, elle veut plus dire grand chose non plus. Donc, c'est vrai que contrairement à la route où moi je te dirais que je suis vraiment un convaincu, mais ultra convaincu par la mesure de puissance en course à pied, en trail, j'ai pas de métrique absolue et je pense que c'est encore un exercice, en tout cas quand il y a beaucoup de dénivelé, où le ressenti et puis le feeling est très important. T'as quand même pris beaucoup de plaisir. Moi, je voulais quand même revenir vers toi sur cette préparation aux conditions météo. Tu nous as dit que les conditions météo étaient meilleures que tu appréhendais, voilà. Malgré tout, si elles avaient été plus mauvaises, est-ce que, donc, c'est un trail, tu avais un équipement obligatoire, t'avais un sac à dos, t'avais des choses en plus dans ton sac, ou de toute façon t'aurais fait comme ça avec juste ton pull. D'ailleurs, il faudra que tu m'expliques ce que c'est qu'un pull de course à pied et une veste coupe-vent. Alors les conditions annonçaient des chutes de neige à 1200 mètres, sachant que le point culminant du trail était à plus de 1600 mètres. Je m'attendais à courir dans la neige. Donc du coup, je me posais vraiment la question des chaussures et je pense pas que je serais parti avec les Pegasus Trail 2 si il y avait vraiment eu de la neige sur le parcours. J'aurais été un petit peu emprunté, mais je pense que je serais quand même parti avec les S-Lab Sense parce que j'aurais été plus en confiance parce que j'ai couru plus de kilomètres dedans, tout simplement. Pas forcément parce qu'elles tiennent mieux, mais parce que j'ai plus d'expérience avec ces chaussures et je sais, pour avoir fait de la rando rapide, on va dire, un petit peu dans des terrains neigeux, que c'est pas impossible d'évoluer dans la neige avec ces chaussures-là. Donc ça aurait changé ça. Je pense que moi, ça m'aurait pas retenu de participer à cette course. Certains disaient, ouais, s'il y a de la neige, ça devient très glissant, surtout dans la partie descente technique, etc. C'est vrai que certaines descentes, tu te dis, avec les rochers recouverts encore de neige, ça commence à devenir vraiment dangereux suivant les passages et il faut être très prudent. Maintenant, voilà, ça m'aurait pas complètement retenu d'aller faire ce trail. Après, voilà, j'y serais allé avec prudence parce que j'ai pas envie de me casser la figure non plus. Il te reste un deuxième coup d'affaire. Ouais, c'est ça, mais bon, si je peux éviter de repasser par là, ça m'arrange. Et donc, ouais, moi, j'y serais allé, voilà. Je pense pas que j'aurais changé quoi que ce soit. En fait, je pense que je suis parti, à part avec les chaussures, je pense que je suis parti exactement dans les conditions que j'avais préparées, comme s'il allait faire moins 1 degré et puis de la neige, quoi. T'as pas répondu à ma question, est-ce que t'avais un sac avec un matériel obligatoire, minimum? Alors oui, il y a du matériel obligatoire qui va crescendo en fonction des distances. Donc sur le 13 km, il y a rien, sauf erreur. Sur le 22 km sur lequel j'étais, le seul matériel obligatoire, c'était d'avoir un demi-litre de boisson avec soi. Il fallait un gobelet pour pouvoir se ravitailler. Et puis, je crois que c'est tout. Le matériel obligatoire, du matériel recommandé, donc des habits chauds et une couverture de survie. Et puis moi, j'avais le fameux sac à tous les trailers, 2 bretelles sur lesquelles on peut mettre ses flasques devant, et puis une petite poche derrière dans lequel j'avais une couverture de survie, des gants, un bonnet que j'ai jamais utilisé, et puis je crois que c'est à peu près tout. J'avais encore mon smartphone dans la poche arrière, j'avais un petit appareil photo dans la poche avant pour prendre des photos même si j'avais des gants, et puis voilà. Donc matériel obligatoire, il y avait peu. Je sais que plus les distances sont longues et plus les trails sont en semi-autonomie, plus la liste de matériel obligatoire est longue. Mais là, ouais, je dois dire que on n'a même pas eu de contrôle par rapport à ça. Ouais, je pense qu'il y a assez de contrôle en ce moment, notamment au niveau sanitaire. Alors justement, sur l'aspect sanitaire, parlons-en. Comment s'est passé le départ et l'arrivée de la course? Tu disais aussi que tu t'es rendu compte de cet effet de groupe. Est-ce qu'il y avait des groupes? Est-ce qu'il y avait des pelotons? Comment vous gériez par rapport aux conditions sanitaires, ou c'était vraiment à l'arrache? Alors non, les conditions sanitaires étaient plutôt cadrées dans le sens où alors on doit arriver et se garer avec les voitures sur le lieu d'arrivée de la course, qui n'est pas le même endroit que le lieu de départ, qui sont séparés d'une
quinzaine de kilomètres, je pense. Et donc du coup là, on avait des bus navettes qu'on devait prendre pour rallier le lieu de départ. En gros 10-15 minutes de bus navette dans lequel on avait tous un masque. Évidemment, il y avait suffisamment de bus navettes pour qu'on ne soit pas comme dans une bétaillère dans le bus. On avait de la place, enfin voilà. Et puis ensuite, on arrive sur le lieu de départ. Donc là, on va récupérer notre dossard. Donc là aussi, dans la salle de remise des dossards, on avait les masques. Et puis ensuite, on est allé faire notre échauffement. Donc là, plus de masques, plus rien. Ensuite, on a pu préparer un sac qu'on a laissé pour le retrouver à l'arrivée. Donc là, tous les survêtements que j'avais, j'ai mis là-dedans. Et puis tout ce que j'avais pas besoin pour la course, j'ai mis là-dedans. Et après, on a rejoint le bloc de départ. Donc normalement, c'était prévu d'avoir 2 blocs de départ. Ils en ont mis 3 pour qu'il y ait suffisamment d'espacement entre les coureurs sur la course. Et donc moi, je suis allé dans mon 3e bloc de départ. Je sais pas pourquoi ils m'ont attribué le 3e bloc, mais ils ont dû savoir que j'allais pas faire une performance de ouf. Et puis ensuite, on est parti dans ce bloc. Donc on se met dans le bloc, on a le masque. Et puis 15 secondes avant le départ, le speaker dit il reste 15 secondes, vous pouvez enlever les masques, les mettre dans la poche. On fait ça et puis on ressort le masque une fois qu'on est arrivé. Et sur le parcours, c'est vrai que comme là, il y avait peut-être 600 mètres de course à travers le village, puis qu'ensuite on allait dans la forêt, puis que tout de suite ça prenait des pourcentages assez impressionnants, c'est vrai que l'espacement s'est fait assez vite. Il y avait 3 blocs de départ, donc sur tout le trail, il y avait 1000 participants. Il y avait 3 blocs de départ juste pour notre distance de 22 km, donc je pense qu'on était une soixantaine dans notre bloc de départ, peut-être une centaine grand maximum. Et ça s'étire très vite sur la course. J'ai vraiment jamais été à moins d'1,50 m d'un autre coureur sur toute la compétition. Ouais, donc c'était plutôt tranquille en termes de conditions sanitaires. C'était bien organisé, puis je pense que le risque était quand même assez contrôlé. Alors, je dis pas que le risque zéro n'existe pas. On sait très bien que avec cette saleté de virus, on est jamais vraiment à l'abri. Mais le bus navette, on avait une durée de trajet qui était de 10-12 minutes. Donc là, je pense que pas forcément assez de temps, surtout avec les masques, pour une contamination. Ensuite, chacun va faire son échauffement sur le trottoir, sur le bord du lac, dans un sens, dans l'autre. Donc on a croisé quasiment personne pendant notre échauffement. Et puis ensuite, dans le bloc de départ, on avait le masque et on est resté peut-être 5 minutes dans le bloc de départ. 15 secondes avant le départ, on enlève le masque et on part. Non, je pense que c'est pas ce genre d'événement-là qui va créer des clusters immenses. Alors, je suis pas un spécialiste des questions sanitaires, mais je pense que là, le concept de protection, comme on les appelle maintenant autour de cette manifestation, était suffisant. Ouais, à mettre en parallèle avec certaines courses qui secourent ou qui vont secourir là encore en fin d'année, notamment je sais plus de quel marathon on parle, mais il y en a un où tu dois porter le masque les 1500 premiers mètres et tu dois reporter le masque les 1500 derniers mètres. Donc tu le portes dans le sas, tu commences à courir 1,5 km avec le masque et puis à l'avant l'arrivée, au traditionnel spot de photo, au lieu de te prendre en photo, on dit hop, tu mets ton masque et avec risque de disqualification si tu les portes pas, etc. Donc là on est un peu sur d'autres consignes sanitaires. Ouais, c'est sûr. Et du coup, à l'arrivée, tu remets le masque une fois que t'es passé, une fois que tu récupères tes affaires et tu remets un masque, ou c'est vraiment juste avant de franchir la ligne, on te demande de remettre ton masque? Non, on a passé la ligne d'arrivée, donc tout ça c'était en extérieur, passer la ligne d'arrivée, et puis sitôt la ligne d'arrivée passée, la main dans la poche, je ressors mon masque, et puis là je le remets. Et puis j'ai essayé de retrouver mon souffle dans mon masque. Donc non, je l'ai remis assez rapidement. D'ailleurs, les bénévoles qui étaient là et qui nous donnaient notre lunchbox de coureurs après l'arrivée, plutôt que d'avoir des grandes tables avec tous les ravitaillements que tu veux, on avait chacun notre petit ravitaillement dans un sac qu'on nous distribuait à l'arrivée. Et donc voilà, ils rappelaient à l'ordre ceux qui n'avaient pas encore mis leur masque. Comme le dit Kevin là en live sur l'Instagram, récupérer sa respiration quand t'es à 190 pulses avec le masque sur la figure, c'est clair que c'est pas aussi évident. J'ai essayé de me mettre assez rapidement à l'écart du groupe de personnes après l'arrivée pour retrouver mon souffle avant de retourner vers les copains, parce que c'est vrai que c'est pas super confortable de retrouver son souffle dans le masque, surtout que moi j'ai facilement le souffle court sur ce genre d'effort intense
comme peut être le dernier kilomètre de plat avant d'arriver au trail. On voit qu'il reste 1 kilomètre et demi. On se met à une allure un peu plus rapide que l'allure marathon, et donc du coup on ventile un petit peu plus, et quand on passe la ligne d'arrivée, on est quand même assez proche de la fréquence cardiaque max. Et donc ouais, du coup là, difficile de retrouver son souffle dans le masque. Si on revenait un petit peu sur la course en elle-même, avec quel matériel t'es parti? Parce que bon, Nakan, c'est quand même le testeur du matériel, des objets connectés liés au sport. Donc avec quel matériel technique, et donc pas vêtements, mais quel matériel technique es-tu parti? Ou tiens, peut-être est-ce que t'en as profité pour tester le chandail connecté? Non, j'ai pas testé de nouveaux trucs. En fait, j'ai pris une Coros Apex Pro au poignet, parce que pour moi en trail, c'est une des meilleures montres en termes rapport poids, autonomie et puis données. Maintenant qu'elle est 100% compatible en plus avec le Stride, j'ai pu collectionner des données avec le Stride sur un trail pour avoir un référentiel ensuite que je pourrais utiliser pour compiler des données dans cette discipline. Donc voilà, ça c'était au niveau de la montre. Le Stride, évidemment, j'avais une ceinture cardio, je crois que c'était la Polar H9. J'oscille maintenant entre trois ceintures, mais ça a peu d'importance laquelle on met. Et le mec est fou, hein. Une Coros, une ceinture Polar, un Stride. T'avais pas 2 appareils de la même marque. Bah non. Chaque truc, tu prends le meilleur du domaine en question. Tout à fait. Donc non, voilà. Et puis sur l'autre poignet, j'avais l'Apple Watch, mais que j'ai pas utilisé pour faire d'enregistrement. Je l'avais au poignet. S'il fallait passer un coup de fil rapido, parce que j'ai l'Apple Watch, la chance d'avoir l'Apple Watch cellulaire maintenant. Le test avance, mais n'est pas encore publié. Et donc du coup, voilà, elle a une connectivité 4G, et donc du coup, si je veux passer un appel, je peux le faire directement depuis le poignet. Ouais, mais ça en fait, c'est parce que t'es un addict à la fermeture de tes cercles pour t'assurer que chaque jour tu fermes tes cercles d'activité, c'est ça? Ouais, mais là, je l'ai fermé le cercle. Oui, avec un trait de 22 km, j'imagine, ouais. Et sinon, globalement, quel souvenir gardes-tu de cette course, et est-ce que tu la recommanderais, et puis quels ajustements tu estimes nécessaires de faire pour les prochaines? Non, mais alors clairement, moi, le trail, ça m'attire depuis longtemps. C'est vrai que je cours alors en montagne, je sais pas si on peut appeler ça de la course en montagne, mais oui, je suis allé dans le Jura, j'ai fait 2-3 entraînements, j'ai fait une grosse sortie entre Beaume, les Aiguilles de Beaume et le Suchet pour les gens qui connaissent cet été, et puis en course à pied, enfin en marchant et en courant, parce que suivant les pentes, c'est pas facile de courir. Je me rends compte qu'il va falloir un entraînement spécifique pour pouvoir vraiment m'exprimer pleinement sur cette discipline-là, parce que dans les montées, j'étais vite à court de souffle, j'étais vite en manque de puissance probablement par rapport à mes entraînements de vitesse sur route. Je pense qu'il va falloir intégrer des exercices spécifiques de course en côte avec renforcement musculaire spécifique aussi pour ça, si je veux pouvoir passer un espèce de palier sur cette discipline-là. Et ça, je pense que ça fera l'objet aussi de futurs épisodes qu'on va faire avec différentes personnes par rapport au trail. Et puis voilà, moi je suis aussi curieux de savoir ce qu'on nous recommande, ce que les entraîneurs ou les spécialistes peuvent recommander comme séance type de renforcement, parce que il y a des endroits, il y a un petit peu de la frustration quand même sur cette course où tu te dis, mais ça monte, mais j'aimerais bien pouvoir courir là-dedans. Et en fait, tu cours, mais t'as l'impression que tu vas moins vite que le mec qui marche. Et je suis sûr qu'avec un entraînement spécifique et voilà, ça va être possible de courir dans ces endroits où c'était pas possible. Et voilà, j'arrive au même moment que Kevin poste le commentaire. La descente, c'est aussi quelque chose d'important. Alors la descente, là, je l'ai dit, je l'ai clairement sacrifié sur cette course-là, tout simplement parce que on le sait, je l'ai déjà fait, de courir en montagne, c'est sympa. Et puis quand t'as une belle descente, tu la fais à bloc, et puis tu tapes dans le quadri. Et puis le jour d'après, t'arrives pas à te lever, tu descends plus les escaliers. Et puis il te faut une semaine pour t'en remettre. Et ça, c'était pas jouable pour moi avec une préparation marathon en cours. Donc du coup, j'ai sacrifié les descentes. Mais si on veut descendre vite, et en général, je suis pas maladroit dans les descentes, même techniques, mais il va falloir aussi travailler un petit peu ça, mais surtout trouver la paire de chaussures dans laquelle j'ai confiance et dans laquelle je peux me permettre de descendre vite. Et ça, je pense que c'est pas impossible non plus. Il va falloir aller essayer différents modèles, essayer si possible dans le terrain, et puis voilà. Mais
Tout ça, on va l'aborder, je pense, dans des épisodes spécifiques. On va l'aborder. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure en off du défi pour lequel je me prépare pour 2022, qui devrait inclure évidemment beaucoup de trails aussi. Et bah du coup, je commence déjà dès maintenant, moi aussi, à intégrer des séances de côte. Alors c'est Kevin, je crois, qui réagissait sur le live, qui disait fractionner de côte. Bah oui, fractionner en côte, mais pas uniquement sur la partie montée, aussi sur la partie descente, parce qu'effectivement, bah on l'a dit déjà à maintes reprises, on l'a dit encore dans le courant de cet épisode, dans le trail, on travaille pas que la montée, on travaille aussi la descente. Une petite question toujours sur cette épreuve-là. Alors évidemment, cette année, c'est un peu particulier par rapport aux conditions sanitaires, mais est-ce que habituellement, c'est une course internationale où il y a du français, de l'allemand, de l'italien, du suisse, ou c'est vraiment une course plutôt locale où vous êtes majoritairement suisse? Tu sais, la Suisse, c'est un pays où il y a quand même beaucoup de gens d'expats, d'étrangers, etc. Donc, toutes les courses en Suisse sont des courses internationales. Et la frontière est pas loin, hein. On est à quelques kilomètres de la frontière française. Mais je croyais qu'avec le Covid, il y avait une quarantaine obligatoire si tu venais de l'étranger. Alors non, la frontière avec la France est ouverte, en tout cas avec les régions limitrophes. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues de l'autre côté de la frontière pour participer à cette course. Ça posait aucun problème. Et puis je pense qu'il y avait des Américains qui sont installés à Genève depuis longtemps qui pouvaient participer à cette course, etc. Donc non, toutes les courses en Suisse sont des courses internationales de facto, et je pense que là, sur le coup, il y avait plusieurs participants qui n'étaient pas nationalité suisse, mais peut-être résidents en Suisse ou habitants proches de la frontière. Quand j'entendais course internationale, je voulais effectivement dire plutôt des gens qui normalement viennent de loin, traversent la frontière, et pas forcément des résidents dans la région qui viennent avec leur nationalité, entre guillemets. Alors, je suis pas sûr que le gratin du trail néo-zélandais s'intéresse vraiment au trail de la vallée de Joux, hein. Je pense qu'ils vont plus venir en Suisse pour faire le Swiss Peaks, le marathon de la Jungfrau ou ce genre de course, mais pourquoi pas. Et non, je pense que ça leur était pas complètement fermé, même si il y a les mesures qu'on sait. Est-ce qu'il y avait un autre point que tu voulais aborder? Parce qu'on a vu la course, on a vu les conditions météo, on a vu le matériel, on a vu le matériel connecté, enfin tous ces joujoux pour le sport que tu as emmené avec toi. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder? La beauté des paysages, hein, ça change tout, hein, d'évoluer dans un environnement cadre 100% naturel où tu es sur les cimes et tu vois le plateau avec le lac Léman, avec Évian, Thonon en face, tu vois presque le jet d'eau de Genève et puis tout le bassin lémanique, c'est superbe. Et heureusement, il y a eu quelques ouvertures au niveau de la météo qui nous ont permis de vraiment profiter de ça. Et voilà, le Jura et la région en général dans laquelle je vis, et pas seulement le Jura, mais toutes les montagnes qui sont de part et d'autre du canton de Vaud, qui baignent dans la chaîne du Jura et dans la chaîne des Alpes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Et ouais, alors dernière question de Giovanni qui pose la question des bâtons. Alors je me suis rendu compte à quel point il pouvait être pénible d'avoir quelqu'un avec des bâtons devant soi. Et donc du coup, non, moi je pense pas que je vais utiliser des bâtons en trail de sitôt, parce que c'est agaçant pour les gens qui sont derrière, qui ont peur de se prendre un genou, un bâton dans le genou, dans les tibias. Et puis voilà, c'est pas très cool pour quand t'es juste devant ou juste derrière une personne qui a des bâtons, parce que ouais, alors c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, etc. Mais la question, je crois qu'elle était plutôt adressée à toi, c'est-à-dire pas, mais est-ce que tu prendrais des bâtons ou pas versus les autres. C'est plutôt est-ce que toi t'en as pris ou est-ce que toi tu en prendrais à l'avenir, mais dans ton intérêt personnel, hein, pas dans ton altruisme légendaire de ne pas blesser les autres. Non, alors franchement, les sections dans lesquelles j'aurais pu tirer avantage de bâtons sont tellement faibles. Je pense qu'il y a deux passages techniques où peut-être que ça te fait un point d'appui supplémentaire pour bien négocier un passage un petit peu raide dans une descente, et puis peut-être un endroit où ça monte très fort, tu donnes un ou deux coups avec les bras sur les bâtons, mais sinon je vois pas d'intérêt, et je pense que tout le reste du trail c'est des fardeaux qui servent à rien. Donc je suis plus favorable à améliorer un tout petit peu la technique en descente, et puis un tout petit peu le renforcement musculaire pour la montée, et puis s'affranchir d'utiliser les bâtons. Fred avait l'air d'avoir un petit peu le même avis lors de notre épisode, à dire que bon, sur du très très long, peut-être qu'à la fin, quand on est complètement rétamé puis qu'on a les jambes qui nous permettent plus de tenir debout, ils peuvent servir de béquilles pour nous mener jusqu'à l'arrivée. On en reparlera quand j'aurai fait un ultra trail, mais pour l'instant sur des distances courtes à moyennes, je pense pas que c'est intéressant. En tout cas, moi je ne ressens pas
le besoin ni l'intérêt d'avoir du bâton. Oui, et comme le disait Fred, hein, l'intérêt d'avoir des bâtons, il se situe aussi dans le fait de savoir les utiliser. Si on sait pas les utiliser, c'est inutile de s'encombrer avec des bâtons et puis de risquer soit de se blesser soi-même, soit, comme tu disais, de blesser les autres. Une autre question qui était dans le live et que j'avais l'intention de te poser, c'est au niveau du ravito. Alors, encore une fois, on est dans une période spécifique parce que Covid, etc. Comment ça s'est passé sur cette course-là? Et sinon, d'ordinaire, si tu en as déjà entendu parler, comment ça se passe sur cette course-là hors Covid? C'est-à-dire, est-ce que tu as des points de ravito spécifiques? Est-ce que, comme sur certaines grandes courses ou certains Ironman, tu peux laisser un sac à un point de passage et tu récupéreras ton ravito? Comment ça s'est passé ou comment ça devrait se passer en théorie? Alors, sur une distance comme ça, moi, je me pose pas de questions, je pars en autonomie. C'est-à-dire que je prends mon ravitaillement aussi bien solide que liquide. On l'a dit, dans le matériel obligatoire, il fallait un demi-litre de boisson avec soi. Moi, j'ai pris 1 litre, donc 2 flasques de 0,5 litres de flotte. Et puis, j'ai pris du ravitaillement solide comme j'aurais pris sur un semi-marathon. J'ai pris une barre de plus parce que je me suis dit, 22 km, mais comme il y a du dénivelé, je vais mettre 40 minutes de plus. Donc voilà, il me faudra un petit peu d'énergie en plus. J'ai calculé un petit peu les apports énergétiques que Denis nous avait recommandés. Et puis, voilà, j'ai pris mon ravitaillement. J'ai pas tout consommé pendant la course. C'est vrai que d'une part, la température plus basse fait que on a un peu moins soif, même si on devrait quand même boire la même quantité d'eau. On n'arrive jamais à boire la même quantité qu'en plein été. Et puis au niveau ravitaillement solide, voilà, j'ai mangé une barre chocolatée, j'ai mangé un truc un peu plus sucré, et puis voilà, à intervalles réguliers. Je crois que j'ai pris ça au kilomètre 8 et puis au kilomètre 15, et puis ça coupe la course en 3, et voilà. J'ai pas constaté de problème. Je me suis posé la question en trail, ça tape plus, surtout en descente où il y a vraiment des impacts, etc. On pourrait avoir des problèmes de digestion un peu plus importants que sur de la course sur route. Moi, j'ai pas constaté ce problème. En même temps, j'ai pas attaqué dans les descentes, donc ça, ce sera encore des découvertes à faire lors des prochains trails. Et sinon, d'ordinaire, sur cette course-là, est-ce qu'il y a des points de ravitaillement qui sont prévus pour les gens qui partent pas en autonomie? Oui, il y a un point de ravitaillement sur le 23 km qui est à la mi-course en haut du sommet du Mont-Tendre, ou presque, la cabane du Mont-Tendre qui est juste avant le sommet. Et là, il y a un ravitaillement solide et liquide. Si je me trompe pas, peut-être que le ravitaillement solide était que pour la distance plus longue qui rejoignait le parcours à ce moment-là. Et puis, il fallait avoir son propre gobelet pour le ravitaillement liquide. J'en ai pas fait usage parce que, comme je t'ai dit, je suis parti en autonomie sur mon ravitaillement. Si tu vois pas d'autres points à aborder sur ce sujet, je pense que nous avons bien fait le tour du compte rendu, non seulement de ta course de la semaine dernière, mais aussi de tes observations, de tes recommandations, de tes déceptions peut-être sur le trail, et que ça donnera le ton pour de nouveaux épisodes que nous allons lancer, notamment en saison 3 sur le trail. Bah oui, moi j'ai rien de plus à ajouter par rapport à cette expérience-là pour l'instant. Donc voilà, je pense que, comme je l'ai dit, il y aura d'autres expériences sur trail très très bientôt. J'espère dès la saison 2021 en ce qui me concerne. Et puis pourquoi pas cette même course pour aller me challenger avec une course un tout petit peu plus intensive sur ce même parcours. Éventuellement d'autres aussi, et puis pas forcément en compétition, mais l'année 2021, je vais peut-être essayer aussi, vu que je pense pas qu'on va pouvoir voyager comme des dingues dans la première partie de 2021, etc. Donc pourquoi pas aller découvrir un petit peu plus les coins qui sont pas si loin que chez moi que ça, mais qui sont magnifiques, qui sont des spots pour aller se promener en courant, en marchant, à VTT. Donc profiter aussi de ce cadre-là au printemps prochain pour perfectionner mes techniques de montée, de descente, et puis choisir la bonne paire de chaussures. Back to basics et retour à la nature, quoi. Exact. Voilà. Ça fait du bien, en tout cas, d'évoluer dans la nature. A priori, t'as eu quand même des conditions climatiques qui étaient appréciables. C'était bien mieux que ce qui pouvait être prévu jusqu'à 3 jours avant la course, ouais, clairement. Ouais. Alors juste avant de clôturer l'épisode, moi je voudrais faire notre petit appel à l'action classique, c'est-à-dire que chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous écoutez et si vous ne l'avez pas encore fait, allez mettre un petit commentaire, une note si possible 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous permet de remonter un petit peu dans les classements. Ça permet aussi aux gens qui cherchent des informations sur des podcasts qui parlent de sport, de trail, de triathlon, d'endurance, de nous découvrir et puis de voir un petit peu ce que vous avez ressenti. Accessoirement, on est aussi
à peu près présent sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres. On n'est pas sur Pinterest, même si j'avais dû ouvrir un compte à l'époque. Et n'oubliez pas qu'on est aussi, que notre hébergeur c'est Encore. Et si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez très bien aller sur encore.fm/Nakan. Oui, Nakan le podcast. On remettra de toute façon tous les liens dans les notes de cet épisode. Vous pouvez nous laisser des petits commentaires écrits ou des commentaires audio. Et puis très récemment, je me suis lancé aussi dans l'inscription sur Tumult, qui est un site qui permet de pouvoir laisser des commentaires écrits à des moments où vous écoutez l'épisode. Donc si à 32 minutes vous souhaitez réagir, vous pouvez réagir à ce moment-là et nous on reçoit une notification. Ça nous permet éventuellement de vous répondre dans cette espèce de chat, mais aussi de répondre dans les épisodes suivants. Et je pense que ça peut être assez sympa pour échanger avec vous, notre chère communauté adorée. Voilà pour les petits rappels habituels. Ouais, à tester, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir la question et puis de la contextualiser par rapport au moment de l'épisode. Ouais. Et puis merci à tous ceux qui mettent des commentaires sur Apple Podcast. Je les lis régulièrement et avec grand plaisir, puisque souvent c'est des commentaires dithyrambiques. Donc du coup, ça fait toujours très très plaisir de voir que vous appréciez toujours ce podcast. Et bien nous, on s'efforce de trouver des thématiques nouvelles, des angles nouveaux, des choses qui peuvent vous intéresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit un grand triathlète dans notre prochain épisode. J'espère que ça aussi, ce sera un épisode qui vous plaira, comme ceux de trail, comme ceux d'entraînement, etc. Et puis, nous, on va planifier maintenant les épisodes qui viendront ensuite pour clore cette deuxième saison. Ouais, et n'hésitez pas à nous faire des recommandations, nous poser des questions comme beaucoup le font déjà à l'heure actuelle. Greg, merci beaucoup pour cet épisode où on en a appris beaucoup plus sur toi, sur ton approche du trail, sur cette course que tu as sur laquelle tu t'es aligné la semaine dernière, sur la course sur laquelle tu devrais t'aligner si elle est maintenue la semaine prochaine à Lausanne, enfin ce dimanche à Lausanne. On te souhaite, je pense, toutes et tous bon courage et puis hâte d'avoir ton compte rendu sur les prochaines expériences de trail. Oui, moi aussi, je me réjouis de me réentraîner dans le terrain et puis de reparticiper à ce genre de course et puis de retrouver nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain épisode et puis pour la fin de cette saison 2 bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc là, en général, pour les gens qui nous suivent, c'est des parties qu'on coupe au montage. Désolé, quelqu'un est passé dans la pièce où j'enregistre et a laissé le chat rentrer. Et là, le chat voulait sortir. Donc oui, c'est du live. Il a fallu laisser sortir le chat. Sinon, pendant tout l'épisode, vous auriez entendu miaou, miaou, je veux sortir, s'il te plaît. Donc voilà, désolé. Donc voilà, on en a dans chaque épisode, faut pas se mentir. Donc on fait du montage avant de publier nos épisodes et ça vous ne l'entendrez pas dans l'épisode de mercredi. Pour l'entendre, il fallait suivre le live. Ouais.